Bonjour à tous, bonjour Thomas, bonjour Michel. Vous êtes dans la salle de presse du circuit de Spielberg en Autriche. Bonjour David, ça va? Ouais, ça va bien, ça va bien. Vous êtes pas très loin l'un de l'autre, Michel, non? Ouais, ouais, on s'aperçoit, la salle de presse du Red Bull Ring est assez grande. C'est d'ailleurs un des plus beaux circuits du championnat en termes d'infrastructure. Et on se voit, on n'est pas loin. Et voilà, on a derrière nous le soleil qui se couche. Il est 20 heures en ce moment. Et on a assisté à un joli Grand Prix encore. Alors, on va faire un petit point, un petit débrief d'abord de ce Grand Prix. Un format toujours très particulier parce qu'on est au mois d'août, nos studios sont fermés. Donc, on fait un débrief en visio avec vous. Donc, on a la chance de vous avoir sur place. On va d'abord faire le débrief de Michel, puis les stats et les notes du doc. Et je vous invite l'un et l'autre à réagir au sujet abordé par l'un et par l'autre. On commence tout de suite par le débrief de Michel Turcot. Michel, comment elle était cette deuxième course de la reprise après Silverstone en Angleterre? Elle a été magnifique. Elle a été très, 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 très belle pour notre Fabio Quartararo, notre leader du championnat, notre champion du monde. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas gagné, mais terminer deuxième ici, c'est juste un résultat, un excellent résultat. C'est le meilleur résultat, d'ailleurs, je crois, Thomas, d'une Yamaha sur ce circuit. Donc, c'est une vraie performance. Alors, ce week-end, cette année, il y avait une vraie nouveauté sur ce circuit. C'est la nouvelle chicane qui a été faite entre le virage 2 et le virage 3. On se souvient que cette longue ligne droite qui conduit au sommet qui arrive sur le virage 3 a été le théâtre d'une chute très impressionnante il y a 2 ans avec Johan Zarco et Franco Morbidelli. Donc voilà, ça avait soulevé des vrais problèmes de sécurité. Donc pour limiter la vitesse dans cette ligne droite et cette cassure à gauche qui était jugée très dangereuse, donc on a fait une chicane. Alors cette chicane, elle a quand même bien aidé ce week-end Fabio Quartararo et surtout sa Yamaha qui, on le sait, souffre énormément en termes d'accélération sur les derniers rapports, 4e, 5e, 6e rapport. Donc là, le fait d'avoir cette très longue ligne droite coupée en deux, voilà, ça a gommé un petit peu cette souffrance sur les derniers rapports. Donc, ce que nous expliquait Fabio, c'est que chez Yamaha, ils ont pu faire une boîte de vitesse avec des rapports plus courts. D'ailleurs, jusqu'à présent, il passait seulement une fois la 6e ici. Et là, il y avait deux endroits où il passait le 6e rapport. Donc, voilà, des réglages différents. Et, et du coup, deux premiers partiels sur lesquels il était très performant par rapport au Ducati. Donc, voilà, ça a comblé une partie de son retard. Excuse-moi de te couper, mais cette chicane, elle est en montée. On ne le voit pas trop sur les images écrasées de la production, mais c'est une chicane, cette ligne droite qui a été coupée, c'est une montée assez impressionnante. Ouais, c'est une partie qui monte et puis ça redescend. Enfin, c'est vrai que c'est un circuit qui a énormément de relief et qui est assez compliqué. Enfin, sur les images télé, c'est vrai qu'on voit pas bien comment c'est fait, quoi. Mais il y a effectivement beaucoup de dénivelé. Dès la première journée, on avait une ribambelle de Ducati aux 8 premières places d'ailleurs, puisqu'elles étaient toutes là, sauf au beau milieu de cette bande de Ducati. On avait notre petit Fabio avec sa Yamaha. Donc c'était déjà assez incroyable. Personne n'aurait imaginé, malgré tout, qu'il puisse se mêler à la lutte pour la victoire et même pour le podium. Il était 5e sur la grille. Entre les deux Pramac et avec devant les Bastianini en pole, sa première pole d'ailleurs, et les deux officiels, Bagnaia et Miller.
Il fait pas un très bon départ, Fabio. Surtout dans les premiers tours, il a un peu de mal à mettre ses pneus en température, donc il est un peu en retrait. Il se retrouve même très vite à 3 secondes de Bagnaia qui s'installe en tête. Donc là, on se dit, voilà, ça va être compliqué. Il est doublé. Il y a même Vinales qui lui fait un peu du mal sur le début de course. Et puis voilà, il trouve son rythme. Et là, tel un métronome, quoi. Il grignote les places, il grignote les dixièmes et il va terminer à 4 dixièmes de Bagnaia. Mais entre-temps, donc il profite un peu aussi des erreurs de ses adversaires, notamment de Bastianini et de Martin. Mais quand il se retrouve derrière Miller, bon là on se dit il va se contenter de la 3e place. Et puis bon, il arrive à mettre la pression sur Miller et finalement encore dans cette chicane qui l'aura vraiment aidé ce week-end, il arrive à faire un dépassement juste incroyable. Donc on est à 4 tours de l'arrivée. Miller freine un peu plus tôt que le tour précédent et lui il freine un peu plus tard. Et là il se dit voilà, je tente le coup, quoi. Et là il se jette à l'intérieur de la Ducati. Et au moment en plus où derrière il y avait Jorge Martin qui était en train de revenir sur lui et sur Miller, et voilà, et là du coup il prend quelques mètres d'avance. Derrière, les deux se gênent un petit peu et voilà, il s'assure cette 2e place, donc qui est juste un super résultat, parce que sur un circuit où il savait qu'il allait souffrir, où il se préparait à lâcher encore des points à ses adversaires, mais finalement il ne lâche que 5 points à Bagnaia, et puis surtout il en reprend 10 encore à Aleix Espargaro qui connaît un week-end lui difficile. Donc finalement il ressort avec une place de leader consolidée. Donc c'est juste incroyable, parce que c'est vrai qu'en arrivant ici chez Yamaha, personne n'imaginait une telle issue à ce week-end, quoi. Ouais, la seule ombre au tableau, c'est la dynamique incroyable de Francesco Bagnaia. Il est imperturbable. Alors, c'est vrai que depuis 3 courses, il gère, il gagne. Et puis surtout, là, il arrive à récupérer des débuts de week-end qui ne sont pas forcément très bons, hein. Ce week-end encore en Autriche, la journée de vendredi, ce n'était pas lui le plus rapide. Pour Bagnaia, le week-end n'était quand même pas très, très bien engagé, hein. La première journée, ce n'était pas le pilote Ducati le plus rapide. Il était en difficulté avec ce pneu arrière Michelin, cette construction Michelin que le manufacturier français apporte ici, comme elle l'a apporté à Mandalika et l'apportera à Buriram, c'est une casse plus rigide pour s'adapter aux contraintes de ces 3 tracés. Et donc, c'est un pneu qui pose des problèmes à certains et pas à d'autres. Alors, les problèmes, Bagnaia, lui, en a eu parce qu'il utilise beaucoup l'arrière de sa moto pour se décélérer en entrée de virage. C'est aussi un pneu qui a posé des problèmes au Suzuki et à Aleix Espargaro. En tout cas, ces problèmes, il a réussi à les surmonter. Samedi, ils ont trouvé des réglages et qui lui ont permis de se qualifier avec le 2e temps, et puis surtout de faire cette course sans erreur. Il avait choisi le pneu avant tendre pour jouer un peu la sécurité. Ça lui a permis de faire un bon début de course. En revanche, il était un petit peu plus en difficulté dans le dernier tour. C'est aussi ce qui a favorisé le retour de Fabio sur les derniers kilomètres. Il avoue même que si la course avait fait 2 tours de plus, il aurait peut-être eu Fabio dans les pattes. Mais bon, voilà, le compte était bon. Les 28 tours lui ont suffi. Et comme tu le dis, David, il est sur une bonne dynamique. Il a repris beaucoup de points sur ses 3 derniers Grands Prix. La prochaine course, ça sera à Misano. Donc là, ça va être certainement une des clés de cette fin de saison, et une des courses à ne pas rater, parce que voilà, l'an dernier, Bagnaia a gagné la première des 2 courses qui avaient été disputées à Misano. Il est tombé dans la 2e parce il jouait son batou pour empêcher Fabio d'être titré. C'est un circuit où Ducati fait des essais, donc Ducati et les Ducati sont performantes là-bas. Il y aura aussi Pirot qui va rajouter une neuvième Desmoscenici sur la grille. Mais c'est aussi un circuit sur lequel Fabio va vite. Il a montré par le passé. On se souvient notamment en 2019, à son premier Grand Prix avec la M1 à Misano, il avait tenu tête à Marquez jusqu'au dernier tour. Et donc Fabio nous disait après la course cet après-midi que voilà, cette course, il va falloir la gagner pour marquer. Lui, il doit enrayer la remontée de Bagnaia. Et mentalement, c'est vrai que ça va être important. Il reste 6 Grands Prix. Si d'aventure
Fabio arrive à terminer devant Pecco, voilà, mentalement, ça va être fort. Et Pecco va tout faire pour gagner, donc il va falloir aussi rester sur ses ronds. On sait que Pecco a quand même fait pas mal d'erreurs sur la première partie du championnat, donc ça va être un Grand Prix très intéressant. Et voilà, Fabio disait aussi qu'il estimait que le nouveau carénage dont il dispose cette année va l'aider sur les accélérations sur plusieurs des virages du circuit italien. On ressort en 4e, 5e. Donc voilà, on est impatient de se retrouver en tout cas à Misano sur les bords de l'Adriatique. On a parlé de Fabio Quartararo. L'autre Français, Johan Zarco, s'est mis en évidence ce week-end. Bon, voilà, il fait une course décevante, mais au final, gagne une place au championnat, il remonte à la 4e. Que penser du week-end de Johan Zarco? Alors, il fait une très bonne première journée. Il a le meilleur temps des pilotes Ducati. Malheureusement, la deuxième journée, ils essaient de trouver des petites choses pour continuer à progresser et ça ne fonctionne pas comme ils le souhaitent. Et en revanche, c'est les adversaires qui, eux, progressent un petit peu. Donc, il est un petit peu en difficulté, même si il claque le 6e temps en qualif. Après, il rate son départ. Hein, on l'a vu. Il prend pas très bien l'embrayage. Il reprend l'embrayage après les premiers mètres. Bon, c'est un peu chaotique tout ça. Il part pas très bien. Et ensuite, dès le premier tour, il se retrouve derrière Bastianini qui a un petit souci sur une entrée de virage en rétrogradant. Ce qui fait que pour l'éviter, Johan doit sortir de la piste et là, il se retrouve 9e. Donc à partir de là, il tente de remonter, mais bon, pareil, il tape dans ses pneus. Le pneu avant chauffe, trop de pression, donc il est un petit peu en difficulté. Malgré tout, bon, il profite aussi à la fin de la chute de Martin pour terminer 5e, donc il sauve les meubles. Hein. C'est pas un mauvais résultat, mais effectivement, c'est pas ce que la première journée d'essai avait laissé espérer, quoi. Voilà, ça fait deux grands prix, où il le dit, j'ai raté l'occasion d'un podium. Bon, il reste encore 6 grands prix. On peut croire que ce podium va arriver et peut-être aussi cette victoire après laquelle il court toujours. Un petit mot, Michel, sur Aleix Espargaro. Est-ce que c'est décevant par rapport à son début de saison? Aleix dit qu'il était à l'arrivée, il est très content de sa course parce que, voilà, comme j'en ai parlé, il était en difficulté ce week-end avec ce pneu arrière. Donc, il estime avoir fait, par rapport à la problématique de l'Aprilia en Autriche avec ce pneu, il estime avoir vraiment tiré la quintessence de son matériel. D'ailleurs, c'est vrai qu'il fait une bonne première partie de course, hein, parce qu'il est accroché, il s'accroche derrière Fabio assez longtemps avant de lâcher l'affaire. Donc, lui, il est plutôt content. Mais c'est vrai que concrètement, depuis l'Italie, il n'est plus monté sur le podium. Et depuis l'Italie, il enchaîne un petit peu les déconvenus. Hein. On va les résumer assez rapidement. Donc, Barcelone, il peut monter sur le podium, mais il voit l'arrivée un tour trop tôt. Donc, finalement, ça ne le fait pas. Ensuite, Hassan, malheureusement, là, il est bousculé par Fabio. Il sort de la piste. Il fait une très belle remontée, mais il termine que 4e. Arrive après la trêve estivale, Silverstone, là il chute aux essais, il s'abîme les 2 chevilles, donc un pied légèrement cassé, donc il souffre toute la course. Et puis voilà, ce Grand Prix d'Autriche où il subit encore. Bon, il termine quand même à une honorable 6e place, donc, mais il repère 10 points sur le leader ce week-end. Il est toujours 2e du classement général, mais c'est vrai que autant la dynamique de Bagnaia est à la hausse, autant celle d'Espargaro est plutôt à la baisse, quoi. J'aimerais évoquer rapidement avec toi, Michel, la venue de Marc Marquez sur le circuit autrichien. Pourquoi Marquez est venu et qu'est-ce qu'il faut en déduire? Marquez tenait à retrouver un petit peu son équipe déjà et retrouver un petit peu l'ambiance du garage Simon Repsol, retrouver un petit peu, voilà, voir un peu ce qui se passe, donc revenir au contact. Il a dit qu'en 2020, il avait dû rester très longtemps éloigné du circuit et il avait aussi un peu perdu le développement de la moto sans pouvoir s'y intéresser de près. Donc voilà, là, il a décidé ça. Ce qu'il a dit, c'est qu'il faut du changement. Et du changement, alors Marquez, vraisemblablement, il a décidé d'en faire, puisqu'on a appris ce week-end qu'il s'était séparé, son frère à lui s'était séparé d'Emilio Alzamora, qui était quand même leur agent depuis des tout premiers tours de roue. Hein. Quand il était gamin, c'est Emilio qui s'occupait de Marc et puis ensuite d'Alex. Donc là, voilà, une décision apparemment guidée par des divergences de vues sur la gestion de la carrière, sur la gestion des relations publiques, voilà, des divergences de point de vue. Et du
coup, voilà, on s'est séparé d'Emilio Alzamora et a priori, ça serait quelqu'un de chez Red Bull, j'ai pas le nom, mais qui reprendrait un petit peu les affaires des frères Marquez. Donc ça, c'est pour la partie business. Ensuite, sur le terrain, bah là, il a dit, voilà, Marquez était content de remonter sur sur sa moto qui est actuellement celle de Bradle. Mais bon, les résultats sont catastrophiques et les commentaires de l'ensemble des pilotes Honda sont aussi terribles pour la HRC. Donc, le constat, c'est qu'il faut du changement. C'est ce qu'il a dit à plusieurs journalistes ce week-end. Du changement, c'est faire bouger les lignes, améliorer la coordination entre ce qui se fait au Japon, ce qui se fait sur le terrain, sur les Grands Prix, peut-être amener des nouvelles personnes, peut-être faire comme ça se fait chez Yamaha aujourd'hui, amener des Européens qui participeront peut-être davantage au développement de la moto. Stéphane Bradl dit que le gros problème aujourd'hui de la Honda, enfin, là où Honda a perdu le fil, c'est sur le travail sur l'aéro. Et c'est vrai que les Européens, Ducati en premier lieu, mais aussi aujourd'hui, on voit avec Aprilia, l'énorme travail qui est fait sur l'aéro porte ses fruits. Et c'est vrai qu'Honda est à 10 milieux de tout ça. Les Japonais, on le sait, sont hyper conservateurs en termes de tout ce qui va être autour de la moto, quoi. C'est vrai que pour eux, une moto, ça reste un petit peu ce que ça a été, ce que c'est depuis des décennies. Donc, les appendices aérodynamiques, c'est pas trop leur truc. Et puis voilà, le développement du châssis tourne en rond. Donc, c'est vrai que bon, voilà, il faut un électrochoc chez Honda. Donc, voilà, qu'est-ce que sera la suite, qui va arriver, qui va partir. Pour l'instant, on n'en sait pas trop. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté de faire bouger les lignes, sachant qu'en plus, il va y avoir des gros changements de pilote. On sait que Joan Mir, bon, c'est toujours pas officiel, mais Joan Mir va rejoindre le team Honda Repsol. Alex Rins a signé chez LCR et il est vraisemblable que Nakagami laisse sa place, alors peut-être à Ogura qui a fait de très belles choses encore ce week-end en Moto 2. On entend dire aussi que Nakagami pourrait aider à les filer la main à Bradl pour développer la moto. Voilà. Enfin, il y a des choses qui sont en train de se réfléchir et je pense que d'ici le mois de septembre, peut-être des décisions seront prises du côté de Honda, quoi. Alors, tu parlais de Rins et Mir, les pilotes actuels Suzuki qui vont rejoindre les rangs de Honda. Le week-end a été infernal encore pour les deux pilotes. Ouais, ben encore voilà, en difficulté, comme Espargaro et Bagnaia avec cette construction de pneus arrière. Mir a été victime d'une chute impressionnante. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de la revoir, mais il a volé vraiment très loin, très haut. Il a un pied cassé, donc est-ce qu'il sera à Misano, c'est pas certain. Rins a fait ce qu'il a pu, mais bon, lui aussi, pas très à l'aise. Alors, c'est vrai, quand on discute avec des gens de chez Suzuki, on sent que voilà, depuis que l'annonce, qu'on sait que l'équipe va s'arrêter en fin d'année, c'est un peu sauf qui peut, quoi. Donc, les techniciens cherchent du boulot ailleurs. Un peu tout le monde à la tête déjà à l'année prochaine, essayer de sauver sa place ou d'en faire au moins d'en trouver une autre. Donc, c'est vrai qu'on sent qu'il n'y a plus vraiment. Plus personne est focus sur la saison en cours, quoi. Et c'est vraiment dommage parce que l'hiver dernier, la moto, tous les pilotes étaient dithyrambiques à son égard. Elle avait progressé en moteur, on en faisait déjà une candidate au titre. Et là, c'est vrai que depuis le Grand Prix d'Espagne, c'est la débandade absolue. Et c'est vrai que c'est dommage pour toute cette équipe, quoi. Il y a eu une annonce aussi récemment. On est en Autriche. Et la marque autrichienne KTM a annoncé l'arrivée de Gaz en MotoGP. Bon, c'est une annonce marketing, c'est du branding pour reprendre les termes marketing justement. Gaz, c'est KTM. Bien sûr, c'est KTM. KTM a racheté Gaz il y a 2 ans. Je pense que c'est une marque qui a le vent en poupe, qui a eu des succès. Que ce soit surtout en tout terrain, mais on voit aujourd'hui qu'en Moto 3, on a avec le team Aspar, on a Garcia et Guevara qui font de belles choses. En Moto 2, ça progresse aussi avec Dixon qui fait encore un podium. Donc c'est vrai que cette marque est mise en avant. Je pense que du côté des Autrichiens, ils ont envie de la promouvoir pour développer certainement des motos de route. Donc voilà, le Team Tech 3 sera couleur gaz. Alors par contre, ça sera considéré comme une équipe officielle, une équipe cuisine, c'est-à-dire que le Team Tech 3 ne sera plus une équipe indépendante, mais une équipe officielle. En revanche, bien évidemment, ils seront soumis aux mêmes. Ils n'auront pas plus de concessions que KTM. On imagine bien que s'ils avaient récupéré des concessions et qu'ils avaient pu faire des tests et du développement moteur pendant l'année, ça n'aurait pas fait rire
ni Ducati, ni Aprilia, ni Honda, Yamaha. Donc voilà, effectivement, au final, c'est juste une affaire de branding, si ce n'est que le Team Tech 3 sera dans le classement des équipes officielles et non plus dans celui des teams indépendants. Autre annonce ce week-end, Michel, une annonce importante, celle de l'arrivée des sprint races. C'est-à-dire que c'est une course au format réduit qui aura lieu le samedi. Pourquoi ces sprint races? Comment on peut analyser l'arrivée de cette nouvelle formule? Est-ce que ça ne va pas être une contrainte sur les pilotes finalement? Est-ce que ce n'est pas un déséquilibre sportif pour un équilibre financier? Ouais, David, ce week-end, on a peut-être plus parlé de ce nouveau format qui est dans les tiroirs pour l'année prochaine que du Grand Prix lui-même. Ça a fait beaucoup parler, en bien et en mal, surtout en mal d'ailleurs. Beaucoup de maladresse de la part de Dorna qui réfléchit à ça depuis un moment et qui s'apprêtait à faire cette annonce donc le samedi sans en avoir informé les pilotes. Surtout sans avoir consulté les pilotes, parce que finalement, les pilotes, Carmelo Espeleta leur a annoncé ça le vendredi soir lors de la réunion de la commission de sécurité. Donc là, la plupart sont tombés de la chaise quand même, parce qu'on leur annonce que finalement, c'est plus 21e course qu'ils vont faire la saison prochaine, mais 42. Alors certains pilotes ont pris ça d'une manière positive, notamment Miller, en disant voilà, nous on est des athlètes, pourquoi pas, c'est sympa, ça va faire une nouvelle course. Après, il y a beaucoup eu aussi de pilotes qui se sont dit attendez, c'est rajouter cette course, c'est aussi donc avoir moins d'essais libres pour préparer la course, ne pas pouvoir essayer les pneus sur une FP4 comme on les a essayés jusqu'à présent. C'est aussi rajouter du stress, de la pression. Et puis, quand on a des courses qui s'enchaînent chaque week-end, comme ça va être le cas sur la fin de saison, c'est vrai que ça va être une approche totalement différente. Et je pense que les pilotes, même s'ils ne sont pas tous fermés à l'idée de changer, de bouleverser un peu les choses, ils n'ont pas du tout apprécié de ne pas être consultés pour ces changements, quoi. Est-ce que ça ne ressemble pas à des méthodes d'entreprise qui font les choses à marche forcée un peu sans en avertir leur personnel, quoi? C'est exactement ça. Donc, de toute façon, il y a eu de grosses tensions pendant les conférences de presse. Il y a eu des questions de journalistes qui ont irrité passablement Carmelo Espeleta, qui a dit que de toute façon, c'est la Dorna qui gère le championnat, c'est eux qui ont des idées, c'est eux qui doivent faire bouger les choses. Depuis 2 ans, la Dorna perd de l'argent à cause du Covid, des courses sans spectateurs. Il y a aussi le départ de Valentino Rossi qui, mine de rien, a éloigné beaucoup de gens du MotoGP. Et puis à côté de ça, on a un championnat de Formule 1 qui est en plein boom. Parce que la série Netflix a mis en exposition cette discipline, alors que ce qui avait été tenté d'être fait par la Dorna avec Amazon Prime et la série MotoGP Unlimited a été un fiasco. Donc c'est vrai que là on sent aujourd'hui que la Dorna se dit on est en train nous on plonge pendant que la F1 grimpe, donc il faut trouver des solutions. Donc un petit peu dans l'urgence peut-être, ils ont décidé de modifier tout le format, donc c'est-à-dire rajouter une course le samedi pour attirer plus de gens sur les circuits le samedi, rajouter du spectacle. Il y aura aussi a priori plus de warm-up. C'est aussi quelque chose qui fait grincer les dents du côté des pilotes, parce que on voudrait que le dimanche matin il y ait aussi des cérémonies. Alors on va faire des parades un peu comme le modèle c'est la F1 aujourd'hui, donc on fait des parades avec les pilotes autour de la piste, on emmène les pilotes dans des fan zones, rencontrer des spectateurs, on favorise les réseaux sociaux. Enfin voilà, il y a tout un tas on est plus sur le spectacle et le show à l'américaine que ce qui été ce sport et que sont les Grands Prix de 1949. Alors c'est vrai que je vais peut-être parler comme une personne âgée, mais c'est vrai que quelque part dénaturer tout ça, c'est peut-être un peu dommage. Alors pourquoi pas bouger les choses? Peut-être qu'avoir une deuxième course en week-end, ça peut être sympa. Mais c'est surtout la façon dont tout cela est amené qui à mon sens, est quand même très très maladroit, quoi. On va terminer par une note très noire, très sombre, l'accident grave d'un pilote français, d'un jeune pilote français, Amaury Misera, qu'on connaît bien. On connaît bien son père aussi, Eric Misera. 15 ans, Amaury Misera a été victime d'un accident après l'arrivée de la course Red Bull Rookies Cup. Le jeune pilote français a été plongé dans un coma artificiel, c'est ça?
Oui, il a été victime donc d'un accident. On va considérer ça comme un accident. Hein. C'était après l'arrivée de la première course qui était disputée donc samedi après-midi. Alors a priori, ils étaient plusieurs pilotes à faire des roues arrière après l'arrivée et Amaury n'aurait pas vu le pilote, un pilote qui était devant lui, il aurait accroché. En tout cas, il est victime d'une grosse commotion cérébrale. Il était, comme tu l'as dit, plongé dans le coma. Et là, les médecins, hier, donnaient 3 jours pour refaire des scanners et voir un petit peu comment évolue l'hématome qui est aujourd'hui dans le cerveau. Quoi. Mais c'est vrai que c'est grave, inquiétant et vraiment, vraiment triste. On est dans une série noire pour les jeunes pilotes français là, qui, qui fait mal. Quoi. On commence évidemment par les statistiques qui concernent le vainqueur du jour, Francesco Bagnaia. Oui, bah, écoute, il fait partie des. Voilà, avec Casey Stoner, c'est le deuxième pilote Ducati à avoir enchaîné 3 victoires de suite. Stoner y était parvenu en 2008 et depuis, ni Andrea Dovizioso, ni Jorge Lorenzo ou même Andrea Iannone, Danilo Petrucci, tous ceux qui ont réussi à gagner avec Ducati ont réussi à enchaîner 3 victoires de suite. Autre chiffre intéressant, donc c'est la continuité, la conséquence de cela, c'est que c'est en MotoGP, donc depuis l'avènement de la catégorie en 2002, c'est le deuxième pilote italien à avoir enchaîné 3 victoires, au moins 3 victoires de suite, avec un certain Valentino Rossi, qui est donc son mentor depuis déjà quelques années maintenant. D'accord. Alors, autre statistique sur les Japonais cette fois. Je voulais parler de Honda, mais c'est plus largement les Japonais qui ont fait fort ce week-end. Oui, effectivement. Donc, on a eu en Moto3 un doublé japonais. Et ben, écoute, c'est déjà jamais arrivé en Moto3, donc depuis l'avènement de la catégorie en 2012. Mais surtout, ce n'est plus arrivé en 125 Moto3, donc depuis 2001. C'était à l'époque à Suzuka. Donc, ça remonte déjà à plus de 20 ans maintenant. Par conséquence, mais je veux dire, en Moto2, il y a eu un autre japonais qui a gagné, donc Ai Ogura. Et c'est la première fois que sur un même Grand Prix, 2 japonais triomphent. Au moins 2 japonais triomphent depuis le Grand Prix de Rio en 2001 également, avec Yu Shiwi en 125 et Daijiro Kato en 2,5. Donc voilà, encore un chiffre assez intéressant. Donc le renouveau, on en parle déjà depuis quelques années, notamment avec Michel, du renouveau des pilotes japonais qu'on a vu se distinguer et s'illustrer dans les années 90, fin des années 90, et qui était un petit peu oublié ces dernières années, en tout cas au début des années 2000, et puis là qui reviennent un peu sur le devant de la scène. Donc bien sûr, on aimerait bien aussi avoir un japonais qui triomphe en MotoGP. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais dans les petites catégories, en tout cas, ça marche plutôt pas mal. Tu disais qu'on avait parlé des Italiens. On n'a pas parlé des Italiens en Moto2 et en Moto3, parce qu'en Moto3, mine de rien, on n'a aucun Italien qui figure dans le top 11. Et ça, c'est une première depuis Silverstone en 2013. Donc, ça remonte en Moto3. Et en Moto2, même si Celestino Vietti s'est quand même illustré avant de chuter, il aurait pu se battre pour le podium, si ce n'est pour la victoire. Et en fait, il a chuté. Et donc, il n'y a aucun Italien qui figure dans les points. Et ça, c'est une première depuis Silverstone en 2015. C'était sur le mouillé. Si on cherche une course sur le sec, c'était depuis Jerez en 2014. Donc, ça remonte pareil, à très loin. Donc, on voit que c'est un peu plus compliqué pour les Italiens, à part quelques-uns qui arrivent à s'illustrer, mais quand ils ne sont plus là, c'est difficile. Et une petite dernière stat. Honda, en fait, on a enchaîné 12 courses de suite sans pilote Honda sur le podium. Le dernier podium est à mettre au crédit de Paul Espargaro au Grand Prix du Qatar, qui avait terminé sur le podium, mais depuis aucun pilote Honda sur le podium. Et ça, c'est un triste record parce que ce n'est jamais arrivé pour Honda depuis leur retour officiel en catégorie Rennes depuis 1982. Donc là, on a du mal à imaginer qu'une Honda figure sur le podium au Grand Prix de Saint-Marin la semaine prochaine. Ouais, c'est un peu la crise du côté de chez Honda, mais en tout cas, on change les choses du côté de Marquez pour essayer de résoudre cette situation de crise. Merci Doc pour ces chiffres. On reste avec toi au carnet de notes. On commence
comme toujours, par notre pilote préféré, Jack Miller. Eh ben, écoute, Jack Miller, on en a parlé tout à l'heure avec Michel. Pour moi, ça reste un très bon lieutenant chez Ducati parce qu'il a fait il n'a pas fait beaucoup de bruit ce week-end et pourtant il termine sur le podium avec une 3e place. Il a fait les affaires, mine de rien. Il a essayé en tout cas de faire les affaires de Francesco Bagnaia en essayant d'un peu de bloquer ou en tout cas de se battre avec Fabio pour essayer de le protéger, mine de rien. Mais du coup, moi je lui mettrais, un petit 9 sur 10. Voilà, Ouais. pas le top parce qu'il n'a pas gagné, mais. 9 sur 10. Ben oui. Il est fou. De toute Tu façon, mettrais à chaque fois que je donne une note. 9 sur 10, non, là, c'est pas 9 sur 10. Il est 3e. Déjà, à la limite, 2e, 9 sur 10. Au mieux, 8, quoi. Mais 9. Allez, 8, non, si tu veux. Allez, 8. Mais non, parce qu'en fait, si tu veux, oui. D'ailleurs, il a même dit que quand il a revu les images du dépassement de Fabio, Ouais, il a dit qu'il roulait comme une grand-mère. Donc, non, mais... si même lui se juge comme une grand-mère, on peut quand même pas lui mettre 9. Donc. Bon, alors bon, allez, 8. Pour te faire plaisir, donc, pour donner une bonne note, on va parler de Fabio Quartararo. Oui, Fabio Quartararo, écoute, moi là, je lui mettrais 10. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas gagné. Donc, du coup, si on respecte ta logique, Michel, on devrait lui mettre un 9. Non, parce que c'est une Ducati qui gagne. Donc, un mec qui fait 3e avec une Ducati, la même que le mec qui fait 1er, il n'a pas 10. En revanche, le mec qui fait 2 avec une Yamaha, qui quand même se fait, botter les fesses, on est d'accord. On est tous d'accord. Allez, 9,5 parce qu'il n'a pas gagné. Allez, heureusement que tu n'es pas prof, hein, Michel. Tu n'as pas un peu dans ta vie. Ouais, B+, à moins. D'accord. Une autre note pour Maverick Viñales. On avait promis qu'on en parlerait. Ouais, écoute, Maverick Viñales, moi, je le mettrais, je le mettrais pas à la moyenne, donc je le mettrais un 4. Il a fait un bon début de week-end, mine de rien, parce qu'il a été quand même l'un des meilleurs pilotes Aprilia, parce qu'ils étaient 3 ce week-end. Il faut rappeler que Lorenzo Savadori était là en tant que wildcard. Mais il était sur une série de 2 podiums consécutifs. Il aurait pu en faire un 3e, chose qu'il n'avait jamais réussi en MotoGP. Et non, en fait, il a eu un problème avec son pneu arrière. Son pneu a droppé. Comme il l'explique, pour réussir à progresser, il faut des fois aussi se mettre un peu dans la difficulté. Il regrette effectivement de ne pas avoir pu faire mieux, mais en tout cas, il espère avoir appris quelque chose pour les prochaines courses. Voilà. Qu'est-ce que tu as à dire, Michel? Une note. On était chez KTM, on était en Autriche. J'aimerais une note pour la marque KTM. Écoute, moi, je vais leur mettre un 2. Tu veux que ça te va, Michel, ça c'est assez sévère. Ouais, non, mais j'aime bien. On est en classe prépa, là. Hein. Il note raide, le doc. Vous risquez de vous faire sortir de la salle de classe. Ah là, ouais, dépêche-toi de finir parce que y a des... je vois des gars avec des matraques qui arrivent. Des vigiles. Alors, écoute, chez KTM... Explique le 2 sur 10. Écoute, on est sur le terrain de jeu on est chez KTM, on est sur leur circuit et il n'y a pas une seule KTM qui s'est battue aux avant-postes, à part un Brad Binder qui arrive un peu à tirer son épingle du jeu, mais surtout en fin de course, faire des petites remontées. Mais c'est pas ça. Et Miguel Oliveira et Brad Binder qui ont déjà gagné sur ce circuit, je le rappelle. Effectivement, si Brad Binder a gagné sur le mouillé, c'était des conditions particulières, mais ça n'empêche pas que Miguel Oliveira s'était battu pour la victoire à la régulière ici. Et là, il n'y a aucune KTM qui s'est battue, ne serait-ce que pour le podium ou même le top 5. Donc, c'est pire en qualification parce que les KTM sont très loin. Et encore une fois, c'est Binder et un peu Oliveira qui arrivent un peu à tirer leur épingle du jeu, mais ce n'est pas ça non plus. Donc, depuis le début de la saison, depuis le podium de Brad Binder au Qatar, KTM, c'est une grosse période de difficulté, un moment difficile parce que, on le rappelle, ils ont perdu leur concession. Ouais. Du coup, et qui, c'est compliqué, c'est plus difficile de faire des tests. Et donc, le développement, peut-être, on a subi un petit coup. Quoi. Moi, je rebondirai un petit peu sur ce que nous disait Thomas sur KTM. C'est au-delà des mauvais résultats. Moi, je trouve que c'est la gestion des pilotes qui personnellement me pose problème, pardon. Alors, les 2 rookies depuis le début de l'année, que sont Rémi Garner et Raúl Fernandez, sont dans les choux.
Mais au lieu d'essayer de les porter, chez KTM, on les enfonce, quoi. Donc, pour avoir discuté avec Francesco Guidotti vendredi, qui me disait que bon, la volonté, c'était de conserver Rémi Garner, parce que bon, on sait que Raoul Fernandez, depuis le début, il n'est pas content d'être là, donc il veut partir. Donc, au départ, c'était non, de toute façon, tu partiras pas. Puis là, finalement, on parle d'un autre Fernandez, d'Augusto Fernandez, qui était leader et qui ne l'est plus d'ailleurs, hein, puisque c'est Ogura qui a pris la tête du classement Moto 2. Donc, on prend des jeunes, on leur fait pas confiance, on leur donne pas une deuxième chance. J'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne chez KTM, quoi. On essaie de garder les anciens parce que du coup, lors de l'annonce Gaz, et Pete Bayer a aussi annoncé le fait qu'ils avaient refait des offres à Miguel Oliveira pour essayer de le garder, en tout cas de le convaincre de venir, de rejoindre le projet Gaz. Oui, finalement, ils ont récupéré aussi Paul Espargaro qui était parti chez Honda et qui va revenir chez KTM via Gaz et via Tech 3. Donc, personnellement, je ne comprends pas trop la politique de ce constructeur. Merci, messieurs. Merci beaucoup pour ce débrief sur place en Autriche. Je termine avec vous un petit coup de cœur pour chacun d'entre vous. Je ne vais pas faire dans l'originalité, hein, ça va être Fabio. Effectivement, il nous a impressionnés pendant cette course. C'est incroyable ce qu'il a réussi à faire. On se disait qu'il n'allait pas réussir à déjà terminer dans les 5 premiers, ça allait être compliqué. Et en fait, il nous a montré que aujourd'hui, c'est, comme le dit Aleix Espargaro, c'est le meilleur pilote aujourd'hui de la catégorie. Et ce qu'il a montré en course le confirme. Donc, avec une moto bien moins puissante, il arrive à terminer deuxième face à des motos qui sont beaucoup plus puissantes et qui ont beaucoup plus de chevaux. Michel, un coup de cœur. Tu veux reprendre Fabio également? Non, je vais laisser. J'ai assez dit du bien de Fabio. Donc, moi, mon coup de cœur, je vais dire un petit mot sur Luca Marini qui termine 4e quand même. Qui a fait un bon week-end. Une bonne journée de vendredi, une journée de samedi un peu plus compliquée. Puis en course, il se rattrape, il est là et il fait discrètement une belle 4e place. Donc voilà, c'était à souligner pour moi. Après, Merci. tu peux rajouter même je juste rebondir, c'est pas forcément un coup de cœur, mais juste dire qu'effectivement, dans les 2 pilotes VR46, Marco Bezzecchi qui partait 20e sur la grille parce qu'il est tombé pendant les qualifs, il n'a pas pu faire un tour chrono comme il le voulait, et du coup termine 9e. Donc c'est quand même aussi une belle remontée pour ce pilote. Ouais, une belle performance des pilotes. Qui est rookie. Ouais. Qui est rookie, il faut le rappeler. Merci, messieurs. Je vous laisse continuer votre travail nocturne. Et puis nous, on va continuer le débrief avec Eric Sélis et Margot, la rubrique de Margot pour le Moto 2, Moto 3. À très vite. Bon courage. Bonne soirée. Salut. À bientôt. Ciao. Salut Margot, salut Eric. On est ensemble. Alors, on a 2 sessions. C'est une émission un peu particulière. Il y a eu la session avec nos envoyés spéciaux en Autriche. Vous étiez sur le circuit Carole. On va y revenir avec toi, Eric, tout à l'heure. Mais on va commencer tous les deux par les coups de cœur et ensuite on fera le Moto 2, Moto 3 avec toi, Margot, et puis le Superbike avec toi, Eric. C'était à Carole avec déjà des titres décernés. Margot, le cœur. On a commencé par Michel et Thomas. Ils ont pris Fabio Quartararo et Luca Marini. Est-ce que tu en as un autre de coup de cœur? Salut, oui, j'en ai un autre. Moi, je vais parler un peu de ma catégorie avant, donc du coup Moto 3 avec Ayumu Sasaki qui a fait une très très belle remontée. On va en reparler après, mais c'est vrai qu'il est de plus en plus fort en fait, tout simplement. Et même si le titre n'est pas encore joué, je le vois bien se battre pour le titre l'année prochaine au vu de toutes ses performances cette année et de ses beaux résultats. Eric, salut. Salut. Ça va bien? On pense à ton pilote, là, Loïc Arbel, qui s'est blessé, c'est ça, hein? Ouais, c'était pas un week-end sympa pour l'équipe TWR à Carole. C'est une course à domicile en principe, mais bon, ça n'a pas répondu aux espoirs pour tout un tas de raisons. Il y a eu énormément de coups durs et donc Loïc a été transféré à l'hôpital. Il souffre d'une double fracture en fait tibia-péroné. Il va être en principe opéré dans la journée. Un clou dans le tibia, plaque et vis dans le péroné. Et bien évidemment, lui qui jouait encore la place de vice-champion en Supersport derrière Valentin Debise, mais ça on y reviendra,
sa saison est terminée d'ores et déjà. Donc, malheureusement, ça sera clap de fin pour Loïc Herbel, malheureusement. On lui souhaite un bon rétablissement, toute l'équipe d'After Sunday, évidemment. Eric, on reste sur le Grand Prix pour les coups de cœur. Ton coup de cœur revient à qui? Moi, en fait, mon coup de cœur, il revient à Jack Miller. Alors, Jack Miller, pourquoi? Bon, il est sur le podium, bien évidemment, mais au final, il a quand même été un peu décrié. On sait qu'il a été remercié de chez Ducati, il a signé chez KTM, d'accord? Mais finalement, il fait le job, il est là, il est présent, et j'ai l'impression que il est soulagé presque. Tu vois, ça lui a enlevé un poids de savoir ce qu'il allait faire, etc. Et au final, je me dis que peut-être ça peut être lui l'arbitre dans la course au titre, parce qu'on voit que Bagnaia revient très fort et que même si Fabio a fait une super course, Miller, il est là. Et finalement, Ducati a peut-être un deuxième atout en plus des Ducati satellites. Mais Miller, ça pourrait être finalement le grain de sable dans la botte de Fabio en fin de saison. Moi, je vais mettre mon coup de cœur à Johann Zarco qui fait quand même une belle course au final, même s'il n'a pas joué aux avant-postes comme il l'aurait voulu. Il s'est illustré une nouvelle fois ce week-end et puis il termine avec une 5e place. Il gagne une place au championnat. Donc, c'est pas mal, même si évidemment, Johann, après ses podiums, ses 15 podiums en MotoGP, il attend cette victoire qu'on attend tous. Et il reste quelques courses pour l'obtenir. Merci Margot, merci Eric. On reste avec vous. On a enchaîné par les coups de cœur. On va commencer par le Moto 2, Moto 3 avec Margot. Et ensuite, si tu veux bien, Eric, on terminera par le Superbike, le championnat de France Superbike. La rubrique de Margot, c'est Margot GP, c'est tout de suite. Margot, on commence par le Moto 3 et la remontée du week-end. Oui, c'est celle d'Ayumu Sasaki, donc j'en parlais juste avant avec mon coup de cœur, donc qui partait de la 2e position, mais qui a eu un double long lap avec la pénalité qu'il avait eu à cause de l'accident causé à Silverstone pour avoir fait tomber Sergio Garcia. C'était un peu la course parfaite du coup ce week-end parce qu'il est relégué à la 21e position et au final il finit premier, sachant qu'il avait quand même perdu 6 secondes au total. Il a vraiment été très rapide. Il a enchaîné les meilleurs chronos avec une très belle remontée parce qu'au bout de 9 tours, il était de retour à la première position. C'était pas la saison, on va dire, la plus simple pour Ayumu Sasaki parce qu'il y a eu la grosse blessure en début de saison. Il y a eu cette pénalité, mais à chaque fois, il revient aux avant-postes. Même si ce n'est pas le leader du championnat, c'est quand même l'homme fort du moment. Il a 55 points de retard sur Sergio Garcia et il a 6 points du podium en championnat. C'est néanmoins quand même le pilote qui a marqué le plus de points entre les 4 premiers, donc Garcia, Guevara et Foggia, sur les 3 dernières courses. Et d'ailleurs, il s'agit de sa victoire la victoire obtenue sur ce circuit et le circuit d'origine de l'usine de sa moto, la Husqvarna. Et à noter aussi d'ailleurs qu'il s'agit du premier doublé japonais depuis 2001 qui était au Japon. Je vole la stat à Thomas, avec le podium de Tatsuki Suzuki qui d'ailleurs était très proche aussi de Ayumu Sasaki durant cette course. Ouais, Thomas, ça ne lui a pas échappé, je crois, cette statistique. David Munoz, c'est la révélation de cette saison, Margot. Oui, 2e podium pour l'Espagnol qui a été monté sur le podium très rapidement d'ailleurs. C'est le plus jeune pilote du paddock. On en a déjà plusieurs fois parlé pendant l'émission, pendant les précédentes émissions. Lui aussi, il a fait une belle remontée. C'est un peu différent parce qu'il partait de la 6e position. Et au final, il termine donc sur la dernière marche du podium. Il a établi aussi le nouveau record du circuit lors du 23e tour, donc en 1 minute 40 et 910 millièmes. Et alors, il a peut-être chuté au début du week-end pendant les essais libres, mais au final, il a tout mis bout à bout. Et de nouveau, il se bat aux avant-postes comme il sait très bien le faire. Il est 3e au championnat des rookies, mais visiblement, s'il continue comme ça, il ne devrait pas tarder à être premier. Le premier, c'est Daniel Olgado qui est à 8 points devant lui, qui a d'ailleurs signé aussi sa première pole position dans la catégorie. Et donc, David Munoz est 16e au général et qui, l'année prochaine, sans surprise, sera toujours en Moto 3 avec son team actuel, Boé Motorsport, avec qui, au vu des résultats, ça se passe plutôt très bien. En revanche, le
notre Français, Lorenzo Fellow, ne devrait plus être dans son team l'année prochaine, Margot. Oui, c'est ce qui a été dit, lui qui a terminé à la porte des points ce week-end. Et visiblement, eh bien, c'est les bruits du paddock, on va dire ça comme ça. Il devrait aller chez Alain Bronek, donc chez CIP, donc un team qui serait 100% français. Et pour le championnat, pour revenir là-dessus, c'est toujours Sergio Garcia qui est leader pour 5 petits points devant son coéquipier de Aspar, Izan Guevara. Donc, encore un championnat tout aussi serré. Championnat serré. Et puis, si les Japonais sont illustrés en Moto 3, c'était le cas aussi en Moto 2 avec un doublé asiatique. Oui, avec la deuxième victoire de la saison pour Ayogura et aussi sa deuxième victoire de la carrière. Il partait de la pole position, sa deuxième aussi, ça fait beaucoup d'eux. Et c'est pour l'instant un sans faute pour lui parce que donc il part, à chaque fois qu'il part de la pole position, et bien derrière, il remporte la course. Et il l'a très bien géré d'ailleurs, hein, avec Somket Chantra qui était aussi son lieutenant, on peut le dire. Il a su résister à Chase Novetti qui a fait une erreur au cours de cette course, même si Somket Chantra a essayé un petit peu de dépasser, il mettait une grosse pression, enfin, il avait un gros rythme aussi derrière Ayugura. Et donc d'ailleurs, avec ça, donc ça fait un doublé certes asiatique, mais Hidemitsu Honda Team Asia. Et la dernière fois qu'ils étaient tous les deux sur le podium, c'était en Argentine, donc deuxième et troisième. Et il faut dire que, donc, on en a parlé, tu l'as un petit peu dit au début, mais avec 4 pilotes asiatiques en Moto 2 et Moto 3 sur les 2 premières marches du podium, ça prouve une fois de plus qu'il y a un réel travail de détection qui est réalisé dans ces pays et qu'il y a vraiment de vrais talents, d'autant plus que donc, Ayugura est désormais leader du championnat Moto 2 pour un petit point devant Augusto Fernandez, qui a lui terminé 5e hier. C'est un peu plus compliqué pour lui. Et donc le leader qui ne cesse de changer en ce moment avec seulement un point à chaque fois qu'il les sépare. Dixon sur la 3e marche, on n'est plus en Angleterre, mais il continue sur sa lancée. C'est ça, le bon 3e, il en a un peu marre de monter tout le temps sur la 3e marche du podium ces derniers temps, mais ça fait trois podiums de suite, 3e place. Et donc dès le début du week-end, il était premier lors des FP1 et FP2. Et lors de la course, c'était pareil, même si on l'a vu sans trop comprendre pourquoi dégringoler au bout du 7e tour au niveau du classement. Il a expliqué plus tard que c'est sa moto qui s'est mise en mode neutre, tout simplement. Et donc, avec ce nouveau podium, donc comme je l'ai dit, il en a un peu marre, mais il sent qu'il peut bientôt se battre pour la victoire. Et ce qui l'amène aussi à égalité de points au championnat à la 5e position avec Joe Roberts et Tony Arbolino pour 108 points, du coup. Mais avec les différents podiums et les différentes victoires de tout le monde, des 2 pilotes devant lui, il se retrouve en 7e position. Et pour le Team Aspar, c'est une très belle statistique aussi. Je ne sais pas si Thomas l'a dit, mais Moto 3 et Moto 2 confondus, eh bien, ça fait 13 podiums consécutifs. Le Grand Prix d'Autriche marquait aussi un grand retour, celui de Pedro Acosta, Margot. Oui, qui revient de 2 mois d'arrêt pratiquement avec son fémur de cassé. Et il a fait une course digne du champion qu'il est. À la base, son objectif, c'était vraiment de terminer la course après 2 mois sans rouler et sachant que sa blessure à la jambe lui faisait toujours mal. Et au final, eh ben, il s'est battu pour le podium. David Munoz l'a passé dans les derniers instants de cette course. Mais il gagne en confiance. Hâte de voir ce que ça peut donner à la prochaine course à Misano. Et il s'agit toujours du premier rookie au classement. Mais derrière, il y a Alonso Lopez qui est de plus en plus fort et qui risque aussi de le titiller au championnat. Merci Margot pour ces résumés de course Moto 2, Moto 3. La prochaine épreuve, c'est à Misano sur les terres italiennes. On peut peut-être attendre un retour en forme des pilotes italiens. On espère pour eux en Moto 2 avec Chase Novetti qui quand même se bat pour le titre et Denis Foggia qui lui aussi peut se battre pour le titre. Et c'est 2 périodes un petit peu compliquées. Ils ont un peu du mal à s'en sortir, mais ça devrait le faire. Merci Margot. La rubrique Sunday Race Recap avec Eric pour ce résumé des courses à Carole. C'était un beau spectacle. Ouais, c'était un beau spectacle. On a eu un petit peu peur de la météo, mais finalement, ça s'est bien déroulé. Il y a eu du spectacle et surtout, il y a eu 3 titres de champion de France qui sont d'ores et déjà
attribués. Un en Super Sport, mais ça on s'y attendait, hein, ce n'était pas une surprise, c'est Valentin Debise. Pareil en Superbike Challenger avec Maxime Renaudin, hein, qui a été la révélation de cette saison, non seulement dans la catégorie Challenger, mais aussi en Superbike où il est venu un peu titiller les têtes d'affiche. On se rappelle de ses performances, notamment à Lennon. Et puis, on a aussi le champion de France désormais en 300 Supersport, Enzo Damani, qui a gagné la deuxième manche, enfin la deuxième course de Carroll, ce qui lui a offert le titre. Donc voilà, il y a 3 titres de champion de France qui sont tombés. Valentin Debise en Supersport, on s'y attarde un petit peu. 12 courses, 12 victoires. Il fait aussi bien que Lucas Mayas lorsque Lucas Mayas était en championnat de France. Et comme il y a une manche au Castellet, enfin sur le circuit Paul Ricard au Castellet à la fin du mois de septembre, juste après le bol d'or, il y aura il y aura une 14 courses du coup pour Valentin Debise. Et s'il fait le Grand Chelem, ça sera un nouveau record. Il y a donc, comme je le disais, ce dernier rendez-vous au circuit Paul Ricard, donc la semaine qui suivra le bol d'or, qui va être très important parce qu'il reste encore des titres à distribuer et pas des moindres, notamment celui du Superbike. Alors, on a vu Valentin Debise et Kenny Forêt au-dessus du lot, hein, clairement, à Carroll. Pendant les essais, ils avaient fait des chronos affolants. Hein. Kenny Forêt, 59,2 aux essais libres. On pensait que pendant les chronos, ça aurait presque pu aller chercher un gros 58. Mais il a fait un petit peu plus chaud le samedi après-midi, la température est montée et je pense que c'est ce qui n'a pas favorisé les chronos parce que de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, c'était 59,6, hein, Margot, je crois, la pole pour la catégorie Superbike et Valentin Debise, donc il était pas mal. Ils se sont retrouvés en bagarre tous les deux, Kenny Forêt et Valentin Debise, pendant la première manche. Et finalement, à un moment, on a vu Valentin Debise qui faisait une erreur, qui tirait tout droit, donc on s'est dit, il est parti à la faute. En fait, non. En fait, il a cassé son demi-guidon. C'est son demi-guidon qui a cassé. Alors, est-ce que c'est la conséquence? Parce que le samedi, il avait chuté à 2 reprises, Valentin. C'était assez surprenant. On sait qu'il a essayé des nouveaux pneus de chez Michelin, un pneu dur apparemment, et ça ne lui a pas donné entière satisfaction. Il est tombé 2 fois. Est-ce qu'on n'a pas décelé peut-être une faiblesse sur un demi-guidon et que le dimanche, ça a cédé pendant la course? Je ne sais pas, hein, c'est juste une extrapolation. Mais en tout cas, résultat blanc pour Valentin Debise et donc Kenny Forêt qui se replace un petit peu au championnat, même si l'avance de Valentin, elle est quand même assez nette. Mais Valentin Debise, il a 300. Ah non, ça c'était en 600, pardon. Je reprenais le classement du championnat Superbike. Valentin Debise, il a 230 points et désormais Kenny Forêt est à 211 points. Tu vois, il y a 19 points d'écart entre les deux. Donc, ça va être tendu au Castellet, mais logiquement, ballottage favorable pour Valentin Debise. Voilà, ça a été une grosse course. Après, en pré-moto 3, il y avait une wildcard ce week-end. C'était Henri Mignot qui est venu rouler en pré-moto 3. Il n'a pas fait de détails, il a gagné les 2 courses. Comme ça, au moins, c'est clairement fait. Et du coup, le championnat, lui aussi, est un petit peu en attente de ce rendez-vous du Castellet, puisque les jeux sont loin d'être faits. Et on a au niveau du Pré-Moto 3, donc 168 points pour Célestin Mazzi et Mathias Rostani qui a été blessé, il est à 157 points. Donc il y a encore une interrogation sur le fait qu'il soit là ou pas au Castellet, mais ça va être chaud. Puis même pour la 3e place, pour l'instant c'est Camille Bissan qui est 3e, 143 points et demi, et derrière il y a Quentin Godefroy, 137 points, et Quentin Mandine, 130 points. Donc, même là, pour le podium final de cette catégorie, c'est loin d'être fait. Et même chose en NSF 250, où on a eu des belles courses pendant le week-end. Et au championnat, c'est hyper serré parce que Benjamin Caillé, qui était, je dirais, le favori logique vu ses prestations de début de saison, et il a marqué le pas suite aussi à quelques résultats blancs, il a 190 points, 5. Et derrière, c'est Tom Berceau, pas Tom Berceau, pardon, c'est son frère aîné, mais le petit Jules Berceau, 184 points et demi. Donc il y a 6 points d'écart entre les deux. Donc au Castellet, en plus la famille Berceau est un peu du sud, donc à domicile, ça devrait nous valoir une explication assez saignante. Et puis en side aussi, le tandem Peugeot-Peugeot se rapproche tout doucement, mais sûrement du titre, mais il faudra attendre la dernière épreuve du Castellet. Voilà, il reste une épreuve encore dans ce championnat de France Superbike avec un pilote qui a survolé ces championnats dans les catégories Super Sport, Superbike et qui les faisait les deux. Hein. C'est assez notable. Ouais, et puis il faut se rappeler qu'en début de saison, au Mans, il a enchaîné les courses, c'est-à-dire que le programme était fait.
où il y avait la course de 600 et on enchaînait tout de suite avec le Superbike. Donc, c'est un point sur lequel, entre guillemets, la fédération s'est fait piéger parce que comme Valentin gagnait, il ne pouvait pas monter sur le podium des 600 parce qu'il partait tout de suite en 1000. Et donc, c'est pour ça que dès l'épreuve suivante, ils ont modifié le planning des courses pour intercaler la course d'OGP et de NSF 250 entre les deux courses, déjà pour permettre à Valentin sportivement de récupérer un peu, mais surtout qu'il réponde aux cérémonies protocolaires, sinon on ne le voyait jamais sur le podium. Ouais, alors Valentin, il est joueur, il nous a prêté sa moto. Ses motos, figure-toi, Eric, sur le circuit de Manicourt, c'est un article que j'ai pu réaliser, qui est à lire sur le site de notre partenaire Paddock GP. Au lendemain des courses de Manicourt, il nous a prêté ses 2 motos, Valentin Debise, avec pas mal de trains de pneus. Donc, je suis allé essayer ces motos et franchement, autant la 1000 est facile, autant la 600, quand on passe de l'une à l'autre, eh bien, on a l'impression qu'il n'y a pas de moteur. Or, elle marche, cette 600. Ah oui, elle marche bien, on l'a vu. Et puis, c'est surtout qu'il est impressionnant dans ses trajectoires en 600. Bon, il y a le juge de paix à Carole, c'est la parabolique. Oui. C'était le seul à passer comme ça dans la parabolique. Et même en Superbike, on avait l'impression que, paradoxalement, par rapport à ce que tu dis, il n'y avait pas de changement entre la 600 et la 1000. Il avait les trajectoires au cordeau, etc. C'était vraiment impressionnant. Ouais, et puis pourtant, il dit que passer de l'une à l'autre, il faut un petit temps d'adaptation. Ah oui. Et je peux te dire, Eric, que j'ai bien compris l'exercice qu'il se réservait. Et franchement, c'est pas facile du tout parce que c'est 2 pilotages complètement différents. Il faut casser les trajectoires en 1000, il faut rentrer fort dans les virages en 600. Et il passe de l'un à l'autre. C'est une performance qu'on voyait dans les années 80 avec les pilotes américains qui enchaînaient les courses. Un certain Freddie Spencer, par exemple. Un certain Freddie Spencer, ouais, en 85 avec les 2 titres, 2,5 ouais. et 500. Et puis, si je peux me permettre, je ne sais pas si tu en as parlé avec Thomas et Michel, on a eu une info qui nous touche un petit peu plus particulièrement, puisque en fait, il faisait partie du team TWR la saison dernière, quand on a monté le team avec Grégory Leblanc. C'est Amaury Misera qui a eu un gros accident en Red Bull Rookie Cup. Et bien évidemment, il a été champion avec nous, mais bien évidemment, on pense à Eric, à sa maman et puis à tous ses proches parce que la situation doit être complexe. On se retrouvera pour la prochaine course début septembre à Misano pour le prochain débrief After Sunday. Cette fois, ce sera en studio, on ne sera plus en session Zoom. Et la prochaine, le prochain rendez-vous du championnat de France Superbike, Eric, c'est au Castellet. Quelle date ? Ouais, alors le mois de septembre, ça va être chargé parce que 9-10 septembre, c'est le Superbike mondial à Manicourt, donc manche française du championnat du monde Superbike. Le week-end d'après, le 16 et le 17, c'est le Bol d'Or. Et le week-end suivant, donc 23-24, c'est la finale du championnat de France Superbike. Donc, il y aura pas mal de choses à dire dans After Sunday. Gros mois de septembre en perspective pour After Sunday. Si, j'ai une dernière info. Je ne sais pas si Thomas en a parlé aussi, puisqu'il suit le Superbike. Mais tu sais qu'il y avait des essais à Barcelone et il y a eu une grosse chute de Toprak Razzaglioglu avec la Yamaha. Il a détruit la moto, il a 6 points de suture au coude. Donc, affaire à suivre pour voir comment il se remet de ça. Mais il y a eu une grosse chute de la part du champion du monde en titre. D'accord, donc on va suivre ces différents championnats, le championnat de France Superbike, championnat du monde Superbike, championnat du monde d'endurance et bien sûr les Grands Prix. On est sur tous les fronts. Merci Margot, merci Eric et on se retrouve très vite pour un prochain débrief. Salut. À bientôt. Salut.